Quand Bruce Lee est mort en 1973, le monde s'est arrêté de tourner un instant. Des gens partout sur la planète ont pleuré à l'idée qu'ils ne le verraient plus jamais se battre, ni apprendre une nouvelle leçon de sa part. Mais que se passerait-il si le plus grand artiste martial que le monde ait jamais connu avait laissé un dernier message glaçant, caché non pas dans une lettre, non pas dans un film, mais dans un appel téléphonique? Une conversation si rare, si brutalement honnête, qu'elle redessine tout ce que nous pensions savoir sur Bruce Lee. Ce n'est pas une reconstitution. Ce n'est pas une théorie. C'est Bruce Lee dans son moment le plus brut, le plus authentique. Et ce qu'il a dit lors de son dernier appel téléphonique vous laissera sans voix. Le calme avant la tempête. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee avait plusieurs rendez-vous prévus, y compris des réunions pour le scénario de Game of Death et des discussions sur la post-production de l'entrée du dragon, qui approchait de son achèvement. Il devait également rencontrer l'actrice Betty Ting Pei dans son appartement pour réviser le scénario, une tâche routinière dans la vie d'un cinéaste. Pourtant, selon plusieurs membres de son entourage proche, dont le producteur Raymond Shaw, Bruce ne se sentait pas bien dans les jours précédant le 20 juillet. On rapportait des maux de tête constants, des étourdissements et une perte de poids significative. Sa silhouette autrefois musclée s'était visiblement affinée. Il se plaignait en privé d'épuisement et avait même fait un malaise 2 mois plus tôt, en mai, souffrant de crises convulsives et d'un édème cérébral, une inflammation du cerveau. Les médecins lui avaient prescrit des médicaments, y compris du Manitol, pour gérer cet état. Mais Bruce, jamais du genre à ralentir, refusait d'ajuster son rythme effréné. Le matin du 20 juillet, Bruce se serait levé tôt et aurait suivi sa routine habituelle, une activité physique légère, de la méditation et de l'écriture. Il gardait souvent un carnet relié en cuir à son chevet, où il notait tout, des principes du Jeet Kune Do à des réflexions philosophiques. Les observateurs notaient que Bruce était devenu de plus en plus introspectif ces derniers mois, davantage concentré sur la mortalité, l'héritage et l'avenir des arts martiaux qu'auparavant. Sa femme, Linda Lee Cadwell, confirma plus tard que Bruce avait pris l'habitude de noter des phrases cryptiques, des pensées mêlant théorie martiale et introspection personnelle. L'une de ses entrées disait « Sois comme l'eau, coule, frappe, mais aujourd'hui, sois immobile ». Était-ce un signe de fatigue mentale, une rumination philosophique ou quelque chose de plus inquiétant? Cela reste spéculatif. Malgré ces symptômes, Bruce maintenait son personnage public. Il assistait aux réunions, restait animé lors des discussions créatives et parlait d'ambition mondiale. Pour la presse, il était un homme prêt à devenir la première superstar asiatique à Hollywood. Pour ceux qui le connaissaient de près, il poussait les limites de son endurance physique. Ses amis remarquaient que son humeur fluctuait parfois. Il oscillait entre des éclats d'énergie visionnaire et des moments de lassitude visible. Son perfectionnisme s'étendait au-delà de la performance. Il consumait chaque facette de la production, du montage aux angles de caméra en passant par le choix de la musique. On savait qu'il restait éveillé tard pour revoir les rushs, dormant à peine quelques heures par nuit. La pression était immense. Bruce ne se contentait pas de produire des films. Il naviguait entre les attentes culturelles, économiques et raciales d'Hollywood et de Hong Kong. D'une certaine manière, il portait 2 mondes cinématographiques sur ses épaules. En milieu d'après-midi, Bruce était chez Betty Ting Pei, discutant des dialogues. Il s'absenta quelques minutes pour passer un appel téléphonique, puis revint travailler. Vers 19h30, il s'allongea après s'être plaint d'un mal de tête. Elle lui donna un équagésique, un analgésique combinant de l'aspirine et du méprobamate. Bruce ne se réveilla jamais. Ce jour-là devait être fait de délais, de carnets, de répétitions et de rituels familiers. Mais sous la surface se trouvait une convergence de fatigue, de médicaments, de pression et de mystère. Des ingrédients qui culmineraient dans l'une des morts les plus choquantes de l'histoire du divertissement. Sa mort déclencherait plus tard un débat médical, juridique et culturel intense. Mais dans les heures précédant ce moment, tout semblait routinier. Trop routinier, sauf pour cet appel téléphonique final qu'il passa. La grande trahison d'Hollywood. Le dernier appel de Bruce Lee n'était pas une simple conversation amicale avec un vieil ami. Lorsqu'il décrocha le téléphone, il portait un poids immense sur ses épaules, un poids qu'il avait désespérément besoin de partager avec quelqu'un qui comprendrait. Malgré le succès, la célébrité et la fortune, Bruce était profondément insatisfait de la manière dont le monde le percevait encore. Il ne voulait pas être simplement l'Américain à moitié chinois de Hong Kong qui frappait plus vite et plus fort que quiconque. Il voulait que les gens respectent son art, mais il savait qu'il était entouré d'amateurs.
Le reste du monde le traiterait d'arrogant ou d'avide s'il osait exprimer son mécontentement face à l'état des choses. Mais cette personne comprendrait d'où venait sa colère, sa déception, sa détermination, car elle avait été là dès le début. Quand Bruce revint aux États-Unis à la fin des années 60, il croyait apporter quelque chose qu'Hollywood n'avait jamais vu auparavant, l'authenticité. Il était rapide, inhumainement rapide. Il avait la présence scénique d'une rockstar et l'esprit aussi affûté qu'un philosophe. Et peut-être plus important encore, il avait une histoire que lui seul pouvait raconter. Cette histoire devint The Warrior, un concept qu'il développa avec passion et précision. Un artiste martial chinois parcourant la frontière américaine, utilisant son esprit et ses compétences pour survivre. C'était audacieux, différent et personnel. Mais Hollywood dit non. Au lieu de cela, ils prirent le concept et le confièrent à quelqu'un d'autre. Kung Fu débuta en 1972 avec David Carradine en Yellowface, un acteur blanc prétendant être à moitié chinois. Bruce regarda, abasourdi. Non seulement ils avaient volé son histoire, mais ils avaient effacé son identité même. On lui dit que le pays n'était pas prêt pour un acteur principal asiatique. C'était le genre de trahison qui pouvait briser un homme. Mais Bruce ne se brisa pas. Quand il arriva à Hong Kong en 1971, la presse locale le traita comme un mystère exotique, américanisé, avec un accent étranger, voire arrogant. Mais Bruce s'en moquait. Il avait une vision. Il entra dans les studios Golden Harvest et déclara « Je ne suis pas ici pour être le second de qui que ce soit ». Puis vint The Big Boss, l'histoire d'un homme qui jurait de ne pas se battre jusqu'à ce que l'injustice l'Y oblige. L'action brute et explosive envoya des ondes de choc à travers l'Asie. Ensuite, Fist of Fury, où Bruce affronta le racisme de front, brisant une pancarte « Interdit aux chiens et aux Chinois » d'un coup de pied emblématique. Enfin, La Voix du Dragon, qu'il écrivit, réalisa et dans lequel il joua, avec un affrontement légendaire contre Chuck Norris dans le Colisée romain. Ce n'était pas juste des films, c'était des messages. Bruce réécrivait l'image de l'homme asiatique, pas soumis, pas comique, mais puissant, intègre et profondément humain. Les box-office explosèrent. Les publics occidentaux prirent note. Hollywood revint en rampant. Et Bruce dit oui, mais cette fois à ses conditions. L'entrée du dragon s'annonçait comme plus qu'un film. Ce serait une révolution, une fusion de l'Est et de l'Ouest, de spectacles cinématographiques et de profondeur philosophique. Mais en coulisses, Bruce brûlait la chandelle par les deux bouts. Il y avait des jours où il travaillait 20 heures d'affilée, s'entraînant, filmant, montant, enseignant. Il refusait de ralentir. Le rêve était trop proche. Mais les rêves ont un prix. Et Bruce le payait déjà en silence. Des ombres sur le mur. Malgré la gloire, la célébrité, la fortune, les foules hurlantes qui se rassemblaient juste pour l'apercevoir, Bruce l'y était hanté. Hanté par le temps, par la pression, par le coup silencieux mais implacable d'un corps poussé au-delà des limites humaines. Il était devenu une icône mondiale, oui, mais même les dieux se fatiguent. Son corps, autrefois sculpté comme du marbre vivant, commençait à le trahir. Des évanouissements le saisissaient en plein jour, le faisant s'effondrer comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles. Les maux de tête n'étaient plus occasionnels. Ils étaient chroniques, violents, parfois accompagnés de nausées si intenses qu'il pouvait à peine parler. Mais le pire survint le 10 mai 1973, lorsqu'une crise convulsive le frappa sans avertissement, l'effondrant en pleine conversation. Il fut transporté à l'hôpital, sombrant dans le coma. Pendant un bref instant, le monde retint son souffle. Et puis, il se réveilla, comme par miracle. On appela cela un miracle. Mais Bruce ne le voyait pas ainsi. Il y voyait un avertissement. Les médecins proposèrent des théories, mais pas de certitude. Certains blâmaient le stress. D'autres murmuraient à propos d'un édème cérébral, tandis que quelques-uns pointaient du doigt son régime d'entraînement brutalement intense. Des heures et des heures d'entraînement avec des poids, des exercices de vitesse, des isométriques et des étirements si exigeants qu'il frôlait l'obsession. Mais Bruce, toujours défiant, balayait leurs conseils. Il avait un travail à accomplir. Il devait montrer au monde qu'il n'était pas juste un autre artiste martial avec un bon sens comique. Et donc, il poussait plus fort. Il ne poursuivait pas seulement la perfection. Il courait contre quelque chose d'invisible, quelque chose qui se rapprochait. La mort, peut-être, ou l'héritage. Ses amis remarquèrent un changement. Ses yeux, autrefois vifs et espiègles, portaient désormais un brouillard distant, comme s'il scrutait l'horizon à la recherche de quelque chose que les autres ne pouvaient voir. Sa voix, autrefois retentissante de confiance,
était devenu plus calme, plus réfléchi. Il commença à citer Laozi, parlant de couler comme l'eau. Il parlait de l'illusion du moi, de se débarrasser de l'ego, de vivre authentiquement dans chaque mouvement, chaque mot. Il parlait, dirait plus tard un ami, comme un homme rédigeant son propre éloge funèbre. Puis vint l'appel téléphonique. C'était un après-midi tardif, humide et lourd à Hong Kong, quand Bruce décrocha le combiné et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Dan Innocento, vieil ami, compagnon philosophe, artiste martial d'âme et de substance. Il savait que s'il y avait une personne au monde capable de comprendre pourquoi il s'infligeait tant de douleurs pour son art, ce serait Dan. Ce qui suivit ne fut pas une conversation banale. C'était autre chose. Dan décrirait plus tard l'appel comme électrique, mais pas de manière performative. Bruce ne jouait pas. Il n'essayait pas d'inspirer, de provoquer ou de divertir. Il parlait, brut, épuisé, brûlant d'une urgence. L'enregistrement commença en plein milieu de la voix de Bruce, tendue, vibrante de frustration. Il n'était pas en colère contre le spectacle. Il était dégoûté. Tu as vu le tai chi, la self-défense. Tu as vu toute cette self-défense là-dedans. C'est tout du paraître, lâcha Bruce, sa voix tranchante comme une lame. Si tu avais été là, Dan, avec les amis étrangers assis à côté de nous, regardant les postures et les mouvements, bon sang, tu aurais été tellement gêné. Il n'y avait aucune retenue dans sa critique. Les combattants n'étaient pas prêts. Loin de là. Ce sont des lâches, dit Bruce. Ils tournent la tête pendant qu'ils balancent des coups, à bout de souffle après le deuxième round. Ils sont pathétiques, très amateurs. Dan répondit doucement, on dirait une bagarre libre. Bruce n'était pas d'accord. Ce n'est même pas une bagarre libre. Regarde Joe Frazier. Cet homme utilise ses outils. Il est implacable. Ces gars, ils ratent, ils tombent, ils s'agrippent, ils luttent. Même à Hong Kong, on appelle ça des combats d'enfants. Ils font toutes les postures sophistiquées, tous les mouvements sophistiqués, mais dès qu'ils entrent en contact, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais sous cette colère se trouvait un objectif. Bruce ne se défoulait pas pour le plaisir. Il exposait une mission. Ce que j'espère faire dans mes films, dit-il à Dan, c'est élever le niveau. Vraiment l'élever. Dan comprit. Tu as une vraie mission là-dedans, dit-il. Bruce hocha la tête, même si Dan ne pouvait pas le voir. C'est ça, mec. Pas juste pour Hong Kong, mais pour gagner le respect du monde occidental. Je ne fais pas ça pour l'argent rapide. Je fais ça pour élever la qualité. Et puis, doucement, Bruce admit quelque chose. Il avait refusé un contrat télévisé avec Warner Brothers. Il voulait qu'il revienne, mais il avait dit non. Il vendait sa maison aux États-Unis, laissait tout derrière lui. Un nouveau départ. Je prends juste quelques livres, quelques vêtements, et c'est tout, dit-il. Dan tenta de détendre l'atmosphère. Fais-moi signe si tu as besoin d'aide pour déménager. Bruce rit. Mais sous ce rire, il y avait quelque chose de plus profond. La simplicité, le minimalisme, la concentration. C'est vraiment la simplicité, dit-il. Plus je cherche qui je suis, plus les questions deviennent claires. Ce que l'homme doit surmonter, c'est la conscience de lui-même. Si tu peux bouger avec tes outils depuis n'importe quel angle, alors tu peux t'adapter à tout ce qui se trouve devant toi. Bruce expliqua, plus l'objet est maladroit, plus il est limité, plus il est facile de le viser. Il marqua une pause, puis ajouta, en réalité, c'est utiliser le corps pour parvenir à une prise de conscience, devenir moment après moment, et se questionner constamment. Dan, profondément ému, dit, tu as vraiment atteint un point. Tu deviens très philosophe. Tu vois le but ultime. Mais Bruce ne se laissait pas aller. Eh bien, je n'ai pas encore réussi à contrôler ma colère violente, admit-il en riant légèrement. Comme si Lo Tai-Wen était à ses hommes pour s'approcher et me gifler. Ce serait la fin pour lui. Dan rit, mais Bruce redevint sérieux. Je n'ai jamais refusé un défi. Depuis que je suis aux États-Unis, ces soi-disant artistes bidons en parlent. J'accepte. La première question que je me pose, ai-je peur? Non. Est-ce que je connais son intention? Oui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Ça demande plus que de se battre. Dan intervint, ça ressemble à de la maturité. Bruce coupa court. Pas la maturité. Ce mot n'existe pas. C'est un mûrissement, mec. Parce que quand il y a maturité, il y a une conclusion, une fin. C'est la fin. C'est quand le cercueil se referme. Les mots restèrent suspendus, prophétiques.
Plus tard dans l'appel, il évoqua Fist of Fury, en particulier la scène finale. Il raconta à Dan comment il sautait dans les airs, les bras écartés, entouré de fusils. Je sors et je dis, allez vous faire voir, mec. Me voilà. Il rit, mais sous ce rire, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de définitif. Dan ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il y avait trop dans cet instant, rage, libération, peut-être même une prémonition. Bruce ne parlait pas seulement de cinéma. Il revendiquait la paternité de son histoire, de son art, de son héritage avant que quelqu'un d'autre n'écrive la fin pour lui. C'était une question de réclamation, réclamation de l'authenticité, réclamation de la vérité, réclamation de son héritage. Dan dit plus tard qu'il n'avait jamais entendu Bruce aussi humain, aussi vulnérable, et pourtant aussi indestructible. Cet appel serait leur dernier. Et avec le recul, ce n'était pas juste une conversation. C'était un baiser de rideau. Mais Bruce ne quittait pas la scène. Il courait droit vers le feu. L'effondrement. Quelques heures après cet appel téléphonique crucial, une conversation intime qui portait tout le poids de l'âme de Bruce Lee, il entra dans ce qui deviendrait le décor le plus mystérieux de sa vie, l'appartement de Betty Tin Pei à Kowloon Tong. Ce devait être une réunion discrète, une discussion sur le scénario d'un nouveau film intitulé Game of Death. Mais le destin avait un autre scénario. Bruce se plaignit d'un mal de tête. Betty lui donna un équagésique, un analgésique courant, mélange de méprobamate et d'aspirine. Il s'allongea pour se reposer. Il ne se releva jamais. Lorsque le monde fut informé, le choc fut sismique. Bruce Lee, seulement 32 ans, en pleine forme physique, un homme qui défiait les limites, était parti. La cause indiquée était un édème cérébral, une inflammation du cerveau. Mais même cette explication semblait incomplète, stérile, trop nette pour quelqu'un dont la vie avait été tout sauf ordinaire. Les fans explosèrent d'incrédulité. Comment un homme qui bougeait comme un dieu, qui façonnait sa propre mythologie sous les yeux du monde, pouvait-il succomber à quelque chose d'aussi banal qu'un cachet contre la douleur? Les rumeurs explosèrent, réactions allergiques tardives, assassinats par les triades, malédictions issues de superstitions chinoises anciennes. Une théorie allait même jusqu'à prétendre qu'il avait été puni par les esprits pour avoir révélé des secrets d'arts martiaux aux publics occidentaux. À ce jour, aucune explication n'a répondu à toutes les questions. Des amis proches comme Dan Inosanto, Chuck Norris et James Coburn furent dévastés, non seulement par la perte, mais par le silence béant qui suivit. Bruce avait été un volcan d'énergie, débordant d'idées, de philosophie et de visions pour l'avenir. Et d'un coup, il fut réduit au silence. Mais cet appel téléphonique final, quelques heures plus tôt, ce moment brut et non scénarisé, devint autre chose. Une capsule temporelle spirituelle, son dernier testament non censuré au monde qu'il avait passé sa vie à essayer d'éveiller. Il était rempli non pas de regrets, mais de clarté. Et sa signification ne fit que s'approfondir avec sa mort. C'était comme si Bruce savait, non pas que la fin était proche, mais qu'il avait dit tout ce qu'il avait besoin de dire. Il passa le flambeau dans cet appel. Pas avec fanfare, pas dans un combat, mais dans une conversation. Écho dans la cage. Regardez n'importe quel octogone de MMA moderne, et vous trouverez des échos de Bruce Lee dans chaque coin. Il n'a jamais combattu en UFC. Il n'a jamais porté de gants de 4 onces ni mis les pieds dans une cage sous les lumières éclatantes d'un pay-per-view. Et pourtant, ses empreintes sont partout. La philosophie martiale de Bruce absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, et ajoute ce qui est uniquement tien, est devenu le modèle des systèmes de combat qui dominent aujourd'hui. Bien avant The Ultimate Fighter, avant que Dana White ou Joe Rogan ne transforment les arts martiaux mixtes en phénomène mondial, Bruce vivait déjà l'étau de l'entraînement croisé, boxe, escrime, wing chun, judo, lutte. Il ne considérait aucun style comme complet. Dana White lui-même a appelé Bruce Lee le père des arts martiaux mixtes. Georges St-Pierre, largement considéré comme l'un des combattants MMA les plus complets de l'histoire, crédite ouvertement Bruce comme la raison pour laquelle il combat. Tous marchent dans les pas philosophiques de Bruce. Et pourtant, si vous placiez Bruce dans une cage aujourd'hui, il perdrait probablement contre les meilleurs combattants. Le sport a évolué. Les athlètes sont plus rapides, plus forts, plus spécialisés. Mais ce n'est pas une critique. C'est un héritage. Bruce n'était pas censé être le sommet. Il était censé être le point de départ. Il a allumé la flamme. Le feu moderne était destiné à brûler plus fort. Longtemps après sa mort prématurée, la philosophie de Bruce Lee n'a pas seulement perduré, elle s'est étendue bien au-delà des limites des arts martiaux.
Aujourd'hui, ces paroles sont disséquées non seulement dans les dojos et les salles de sport, mais dans les salles de classe, les amphithéâtres et les studios créatifs à travers le monde. Bruce voyait les arts martiaux comme un miroir. Il ne s'agissait pas de vaincre un adversaire sur le ring. Il s'agissait de se débarrasser des illusions, de l'ego et de la peur pour rencontrer la version la plus authentique de soi-même. Pour lui, la plus grande bataille qu'une personne puisse affronter n'était pas externe. Elle était interne. Il croyait que la discipline, l'honnêteté et la fluidité de la pensée étaient aussi vitales pour la survie que la force ou la vitesse. Dans chaque JAB, chaque parade, il y avait une leçon sur la vie elle-même, s'adapter, rester présent, être comme l'eau. Mais le véritable poids de sa philosophie n'a jamais été plus évident que dans ces derniers jours, en particulier lors de cet appel téléphonique rare et intime. Dans ces moments, l'image mythique céda la place à l'homme. Pas une icône sans faille, mais un être humain naviguant à travers la douleur, la pression et la contradiction. Il ne parlait pas en tant que combattant indomptable que le monde connaissait, mais en tant que père, visionnaire, et homme accablé par les attentes. Cet appel exposa la frustration de Bruce Lee face à la manière dont le monde l'avait enfermé dans une boîte. Comment Hollywood l'avait réduit à des caricatures et ignorait ses messages plus profonds. Il déversa ses pensées comme quelqu'un qui savait que le temps lui manquait, défiant l'industrie même qu'il avait à la fois élevée et confinée. Sa voix portait de la douleur, oui, mais aussi du feu. Il ne cherchait pas la pitié. Il ne se défoulait pas pour se soulager. Il appelait à une révolution, à une transformation. Il n'avait aucune patience pour la stagnation, que ce soit dans l'art, la philosophie ou l'âme. C'est pourquoi son héritage refuse de mourir. Parce que Bruce Lee n'a pas seulement appris aux gens comment se battre. Il leur a appris pourquoi se battre, ce qui valait la peine d'être défendu, ce qui valait la peine d'être transcendé, et comment ne jamais se contenter de moins que la vérité. Ce que Bruce Lee a dit dans son dernier appel téléphonique n'était pas juste un coup de gueule. C'était un règlement de compte. Une vie de lutte, de discipline, de frustration et de vision inébranlable compressée dans une dernière explosion de vérité non scénarisée. Dans cet instant brut, il ne jouait pas pour les caméras. Il ne forgeait pas une philosophie pour un livre ni ne répétait pour la prochaine scène de combat. Il parlait à quelqu'un qui comprenait le poids de ce qu'il portait, peut-être pour la dernière fois. Si vous pouviez poser une seule question à Bruce Lee après avoir entendu son dernier appel, quelle serait-elle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt pour la prochaine.